Ils ont coupé les caméras à 2h37 et personne n'a bougé assez vite. Les écrans ont viré au noir l'un après l'autre, comme si quelqu'un éteignait la base du monde. Une seconde plus tard, la radio a craché un souffle blanc, puis une voix étranglée. Contact perdu. Aucun survivant. Et là, Evelyn Cross a compris un truc que les autres refusaient toujours d'admettre quand une femme portait l'uniforme. Ils étaient prêts à la laisser porter la faute, mais pas à la croire quand elle disait que ça sentait l'embuscade. Dans le couloir, le premier impact a éclaté le verre blindé. Des éclats ont fusé comme une pluie de métal. Evie s'est jetée au sol, déjà en train de compter les tirs, déjà en train de chercher l'angle mort. Ce n'était pas une milice, c'était propre, silencieux, calculé. 36 heures plus tôt, on lui avait encore demandé si elle savait vraiment tenir un fusil au froid, comme si la neige rendait son grade fictif. Le complexe diplomatique était un morceau de béton perdu entre forêt et montagne, une ambassade de 3e rang plantée dans un pays où la carte météo se confondait avec la carte de guerre. Depuis 2 jours, la tempête avalait tout. Les routes, les antennes, les repères. Les lampadaires extérieurs étaient coiffés de glace, la clôture barbelée ressemblait à une ligne de dents. On ne distinguait même plus les grilles de fer à 10 mètres. Et dans ce blanc continu, le moindre bruit devenait suspect. Evie était arrivée ici avec un dossier propre et un nom qu'on prononçait toujours avec une petite hésitation, comme si on cherchait encore la case. Tireuse d'élite, équipe SEAL, déploiement classé, évaluation au-dessus de la moyenne. Ça, c'était le papier. Dans la vraie vie, dès qu'elle passait une porte, il y avait toujours un gars pour faire une blague sur la diversité, un autre pour demander si elle avait obtenu sa place au mérite ou au marketing, et un troisième pour sourire en disant que c'était courageux de sa part. Le pire, c'était quand il le disait en gentiment. Cette nuit-là, l'effectif était réduit. 12 personnes sur le site, dont 8 de sécurité, 2 communications, 2 diplomates restés coincés à cause de la tempête. Ethan Miller, le seul qui lui parlait normalement, avait été évacué le matin même pour une grippe. Il avait toussé en lui serrant la main et avait lâché à mi-voix « Fais attention, Evie, il n'écoute jamais les signaux quand c'est toi qui les vois. » Le lieutenant Daniel Brooks, lui, écoutait à moitié. Il était poli. Il n'était pas ouvertement hostile. Mais il avait cette façon de prendre ses décisions comme si Evie était un outil. Utile quand ça arrangeait, gênant quand ça contredisait son confort. Au poste de sécurité, les écrans crachèrent des images parasitées, des caméras datées d'avant les smartphones. Brooks faisait défiler des bulletins météo sur un ordinateur maintenu en vie par du ruban isolant. « Encore 45 cm d'ici l'aube, dit-il. Pas de renfort avant demain soir si ça continue. » Evie regardait la cour intérieure sur un moniteur. La neige tombait drue, mais elle repérait les choses autrement. Le rythme d'une ombre, une absence de mouvement là où il devrait y en avoir, une ligne trop droite dans un décor organique. « On a des rapports de milices dans la région, dit-elle. Brooks soupira. Fiabilité 40%. On va pas mettre tout le monde en alerte maximale pour un chiffre. Evie posa le doigt sur l'écran. 40%, c'est suffisant pour mourir. Il la fixa, puis détourna les yeux. Tu dramatises toujours, comme si l'instinct était un caprice. 1 heure plus tard, elle était dehors, en ronde, parce que rester assise à attendre que l'orage décide était la pire torture pour quelqu'un formé à anticiper. Le froid la frappa comme un mur. Son souffle se transforma en cristaux. Elle longea la clôture, la main proche de son arme, les bottes s'enfonçant dans une neige qui montait aux mollets. Au portail principal, 2 gardes, silhouettes épaisses, épaules rentrées contre le vent. L'un d'eux, un sergent nommé Phelps, lui lança « Tu sais, Cross, si ça chauffe, reste derrière. On ne veut pas te perdre. Ça ferait mauvais genre dans le rapport. » Il avait souri comme si c'était une gentillesse. Elle avait répondu avec le même sourire vide qu'on apprend quand on comprend que se justifier, c'est perdre du temps. Elle continua vers l'angle nord-est. Et là, elle s'arrêta net. Pas un bruit particulier, pas une forme distincte, juste ce silence. Cette sensation primitive, la fraction de seconde où la jungle se tait avant l'explosion, où la nuit retient son souffle. Elle scruta la lisière des arbres, à environ 200 mètres. Rien. La neige tombait en rideaux verticaux, réduisant le monde à des couches de gris. Elle activa sa radio. Cross pour portail 1. Situation. Parasite, puis un clic. Portail 1.
Race, visibilité pourrie, tout est calme. Elle relâcha le bouton, sans bouger. Le calme n'était pas une garantie, c'était un masque. Elle revint au bâtiment principal avec cette sensation qui lui grattait l'intérieur du crâne. À l'entrée, les lumières extérieures clignotaient parfois, puis se stabilisaient. À l'intérieur, le couloir sentait le plastique chauffé et le café réchauffé. Une routine. Brooks était toujours au poste, penché sur la console. « J'ai demandé à la capitale s'ils avaient heure du nouveau, dit-il. Rien. Ils disent de tenir et d'éviter les initiatives personnelles. » Evie se pencha vers un écran, zooma sur la caméra du garage. L'image était brouillée, mais elle distingua une tache noire qui n'avait pas la forme de la neige. « Ça, c'est quoi ?» Brooks plissa les yeux. « Un sac plastique. Ou un renard. On n'a pas de thermique. » Evie recula d'un pas, déjà sur ses gardes. « Mette tout le monde en alerte. Maintenant. » Il allait répondre. Elle le vit dans ses épaules. Le refus prêt, la petite phrase prête. Et à cet instant, les écrans virèrent au noir, l'un après l'autre, comme une rangée de dominos au ralenti. Le bourdonnement du poste changea. Un silence électrique. Brooks se jeta sur le clavier. « Surtension ?» Evie secoua la tête. « Non, c'est volontaire. » Il saisit la radio. À toutes les unités, brèche de sécurité confirmée. Équipe des portails, compte rendu immédiat. Le silence répondit. Evie sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine. Pas de panique, un verrouillage. Elle dégaina son arme de poing. « Reste ici, » dit-elle. « Verrouille derrière moi. »« Cross, attends. » Elle était déjà dans le couloir. Elle progressa contre le mur, arme levée, chaque pas calculé. Le bâtiment était trop silencieux. Pas de voix, pas de pas. Juste le vent qui gémissait derrière les vitres. À l'entrée principale, elle regarda à travers le verre renforcé. La cour baignait dans une obscurité totale. Les projecteurs extérieurs avaient cessé de clignoter, puis s'étaient éteints pour de bon. Et au milieu de ce noir, elle vit deux formes au sol. Deux corps, position tordue, comme si la vie avait été arrachée d'un coup. Pas de traces de rafale, pas de chaos. Une exécution rapide. Evie inspira lentement. Ce n'était pas une attaque opportuniste, c'était une opération. Un mouvement accrocha sa vision périphérique. Elle pivota. Brooks surgit derrière elle, livide. J'ai entendu, à l'intérieur, comme si quelqu'un... La fenêtre explosa avant qu'il ne finisse. Verre, neige, balles. Un bruit sec et étouffé, puis une pluie de projectiles qui traversa le hall et pulvérisa le mobilier. Evie se jeta au sol en entraînant Brooks. Elle sentit l'air se déchirer au-dessus de sa tête. Elle compta. 4 éclairs. Non. 5. 5 tireurs. Coordination parfaite. « Repli !» cria-t-elle. « Deuxième étage !» Ils coururent à travers les débris, avalant les marches. Derrière eux, des bottes martelaient déjà l'entrée. Pas de cris, pas d'insultes. Juste le rythme froid d'une chasse. Et pendant qu'elle montait, avec la gorge brûlée par la poudre, Evie eut une pensée, nette, impitoyable. Si elle mourait ici, certains diraient qu'elle avait paniqué, que c'était trop pour elle, que c'était prévisible. Elle serra la mâchoire, arma sa respiration. Cette nuit, elle ne leur donnerait pas ce récit-là. Le deuxième étage n'était pas un refuge. C'était juste un autre couloir, d'autres portes, d'autres vitres, et le même bâtiment qui tremblait sous l'impact des tirs. Evie referma derrière eux la porte du poste de sécurité et tira le verrou d'un geste sec. Brooks recula jusqu'au mur, haletant, les yeux écarquillés comme s'il venait seulement de réaliser que les chiffres du briefing étaient devenus des corps. « Ils sont déjà dedans », souffla-t-il. « Comment ?» Evie ne répondit pas. Elle comptait. Elle écoutait. Elle sentait le bâtiment, le bruit des bottes sur le carrelage, la cadence des pas, les pauses trop nettes. Ces types n'avaient pas l'urgence d'une bande. Ils avançaient comme une équipe qui sait qu'elle a l'avantage, comme si le temps leur appartenait. Elle changea de chargeur sur son arme de poing, puis attrapa un fusil posé dans un râtelier d'urgence, un modèle de sécurité, pas du matériel de guerre, mais mieux que rien. Elle le vérifia rapidement, puis le posa contre l'embrasure. « Radio. Canal d'urgence, dit-elle. » Brooks cligna, comme s'il cherchait encore l'autorité. Puis il se jeta sur l'émetteur sécurisé et balaya les fréquences. « Mayday, Mayday, ici Embassy Station Echo. Nous sommes attaqués par des hostiles non identifiés. Pertes multiples. Demande d'assistance immédiate. » Une rafale de parasites engloutit le message. Puis une voix répondit « Américaine, trop calme. »
Station Echo, ici commandement de supervision. Nous suivons la situation. Une QRF est en route, mais pas avant 40 minutes. Pouvez-vous tenir ? 40 minutes. Evie fixa la porte. Elle entendait le choc sourd d'un bélier improvisé sur un étage plus bas, comme si quelqu'un testait les murs en attendant. Négatif, dit-elle en prenant l'émetteur des mains de Brooks. Ils sont déjà dans le bâtiment. Coupure caméra, coupure lumière, hostile professionnel. Nous avons besoin d'une extraction immédiate. Un silence. Puis, impossible. Météo. Risque trop élevé. Tenez votre position. Renfort, dès que possible. Evie reposa l'émetteur, sans colère visible. La colère était un luxe. Elle la gardait pour plus tard. « Il nous laisse, » murmura Brooks. « Non, » corrigea Evie. « Il gagne du temps. Pas pour nous, pour eux. » Elle fit un tour du poste. Une fenêtre donnait sur la cour intérieure, mais tout était noir dehors. Une autre fenêtre, plus petite, surplombait l'annexe technique. L'escalier arrière menait vers les bureaux administratifs, puis au sous-sol. Et au sous-sol, la panic room, ou ce qu'il en restait. Elle repensa à ce qu'elle avait vu, des morts propres, des corps qui racontaient une approche silencieuse, des suppressions ciblées. Ce n'était pas une opération au hasard. « Ils sont venus pour quelque chose », dit-elle. « Pas pour le spectacle, pas pour voler des ordinateurs. » Brooks passa une main sur son visage. « Qu'est-ce qu'il y a ici ? C'est une ambassade minable, Evie. On n'a même pas d'eau chaude correcte. » Evie leva les yeux vers lui. « C'est justement pour ça. Personne ne surveille vraiment. Personne ne pense qu'il y a un enjeu, et quand personne ne pense, on se fait surprendre. » Un claquement sec retentit dans le couloir, puis un autre. Ils testèrent dans les portes, cherchèrent les survivants. Evie décrocha un plan du bâtiment accroché au mur. Elle le posa sur le bureau, l'éclaira avec une lampe. Les mains de Brooks tremblaient encore. « Concentre-toi. Dis-moi qui manque à l'appel. » Brooks avala sa salive. Phelps et l'autre au portail. Moreno sur le toit. Fletcher, Kowalson, Reed et... J'ai pas vu l'ambassadrice Price depuis l'alerte. Evie traça mentalement. Price est probablement en salle sécurisée. Ils y vont. Brooks secoua la tête. On ne peut pas descendre. Ils contrôlent le hall. On n'a pas à passer par le hall. Elle pointa l'escalier arrière. On prend l'accès technique. On traverse les bureaux. On descend au sous-sol. On récupère les survivants s'il y en a. Puis on sort. Brooks la regarda, incrédule. On sort où ? La cour est à découvert. Evie inspira. Elle n'aimait pas le mensonge, mais elle savait quand on devait tenir quelqu'un debout. On improvisera, mais on ne reste pas ici comme dans une boîte en attendant qu'il nous ouvre. Brooks fit un pas vers elle. Evie, tu comprends pas. S'ils nous retrouvent et qu'on meurt, ils vont dire que tu as pris une initiative stupide. Ils vont... Elle le fixa. Et il s'arrêta, comme s'il venait de se rendre compte qu'il venait de dire tout haut une pensée qu'il n'avait pas le droit d'avoir. « Ils le diront de toute façon, » répondit-elle. « Alors autant que ce soit vrai pour la bonne raison. » Ils sortirent du poste de sécurité. Evie ouvrit la porte juste assez pour glisser la tête, vérifier l'angle, puis s'engager. Couloir silencieux. Odeur de fumée légère. Un bourdonnement de ventilation fatiguée. Ils avancèrent à pas feutrés vers l'escalier arrière. À mi-chemin, une voix retentit plus bas, dans un anglais teinté d'un accent étranger. Moscovite peut-être. Nettoyer étage par étage. Pas de survivants. L'objectif est au sous-sol. Evie se figea. Brooks aussi. L'objectif, souffla-t-il. Evie comprit en même temps que lui. Ce n'était pas une prise d'otage. Ce n'était pas une vengeance. Ils étaient revenus chercher quelqu'un. Ou quelque chose. Ils descendirent un demi-étage, juste assez pour voir le palier inférieur. Deux silhouettes au bout du couloir, de dos, en train de fouiller des bureaux. Pas de panique, pas de bavardage, communication par geste. Evie leva le poing. Stop. Brooks colla son dos au mur. Dans le passé, on lui avait répété que les femmes manquaient d'agressivité, qu'elles hésitaient, qu'elles n'avaient pas le sang-froid. Elle sentit sa décision se former comme une lame. Tirer ? Trop bruyant. Attendre ? Se faire encercler. Elle bougea, un pas, puis un autre, rapide, silencieux. Elle réduisit la distance, passa derrière le premier homme et referma son avant-bras autour de sa gorge. Une pression précise. L'homme se débattit une seconde. Evie le guida au sol sans le laisser frapper un meuble. Le second se retourna, surpris.
Brooks jaillit et planta son couteau dans ses côtes. Ce ne fut pas propre. Un souffle, un râle, un choc contre le mur. Le silence revint. Evie récupéra l'arme tombée, un fusil avec silencieux, optique thermique, du matériel militaire pur jus. Elle vérifia le chargeur, plein. Brooks la regardait comme s'il la voyait pour la première fois. Tu as avancé, coupa-t-elle. Range ton ego, Daniel, on continue. Ils traînèrent donc les corps dans un local, refermèrent la porte. Evie prit une seconde pour écouter le bâtiment. Au-dessus, des pas. En dessous, un grondement sourd, une explosion lointaine. Ils forcèrent quelque chose au sous-sol. Ils descendirent l'escalier arrière jusqu'au couloir du sous-sol, éclairage d'urgence rougeâtre, comme du sang ancien. Odeur de béton humide, plus froid encore. La porte de la panic room pendait déjà sur ses gonds. Brooks s'approcha, horrifié. « Non, non, non !» Evie entra en première. Elle vit les corps. 3. L'ambassadrice Eleanor Price, cheveux gris étalés comme une couronne sale, 2 membres du personnel, des martres sombres sur le sol. Brooks posa une main contre sa bouche, étouffant un bruit. Evie ne s'attarda pas. Les larmes venaient après. Les vivants, avant. « Ils sont passés ici, dit-elle. Ils ont trouvé ce qu'ils cherchaient, ou pas ?» Elle inspecta la pièce, armoires ouvertes, dossiers éventrés, une valise renversée, pas de signe évident. Puis, elle entendit autre chose, pas des pas. Pas une arme. Un bruit régulier, métallique, comme un outil frappant du béton. Brooks se tourna vers le couloir. Ça vient des archives annexes. Evie fit signe. Ils avancèrent, armes levées. Le bruit devenait plus net à chaque mètre, et devant eux, une porte, archives, records annexes, verrouillés. Evie posa sa main sur le bois, froid, vibrant légèrement sous les impacts de l'autre côté. Elle colla son oreille. Une respiration. Faible, mais indéniable. « Il y a quelqu'un, » murmura Brooks. « Oui, » dit Evie. Elle recula, pointa son arme sur la serrure. « Agent fédéral, » annonça-t-elle d'une voix forte. « Je vais entrer. Éloignez-vous de la porte. » Elle tira 3 fois dans le mécanisme. Le métal sauta. La porte céda. À l'intérieur, des rangées d'armoires métalliques, des cartons, des dossiers. Et au sol, entre 2 étagères renversées, un homme en uniforme sombre, l'épaule sanglée, le visage pâle, mais les yeux vifs. Il leva la tête vers elle comme s'il l'attendait. « Lieutenant Cross », dit-il, étonnamment calme. Brooks resta figé. « C'est lui ?» Evie n'eut pas besoin qu'on lui explique. Elle reconnut le visage des briefings qu'on ne commentait pas. L'amiral Jonathan Hale. Un nom qu'on prononçait rarement. Un homme que personne ne devait voir ici. Hale inspira lentement, comme si chaque souffle coûtait. Ils sont venus pour moi. Evie s'agenouilla, évalua la blessure. Entrée nette, pas d'hémorragie massive immédiate, mais ça saignait assez pour le tuer à la longue. « Vous pouvez marcher ?» demanda-t-elle. Hale eut un sourire bref, presque ironique. « Je peux faire semblant. » Dans le couloir, un choc sourd résonna. Ils étaient anti-proches. Brooks paniqua. « On ne peut pas le porter, Evie. On va crever. Il faut partir. Laissez. » Il s'arrêta, parce qu'il avait vu le regard d'Evie. Pas de haine, juste une décision. « Non, dit-elle. On ne laisse personne. Pas ce soir. » Hale la fixa. « C'est un ordre, lieutenant. Laissez-moi. » Evie serra le tissu qu'elle venait d'arracher pour comprimer la plaie. « Vous êtes ici parce qu'on vous a mis ici, monsieur. Je ne vous laisse pas mourir dans une armoire d'archives. » Le bruit dans le couloir se rapprochait. Des voix. Du russe. Un mot revenait, Hale. Ils savaient, ils avaient un objectif. Et ils étaient à quelques mètres. Evie se redressa, se tourna vers Brooks. « Aide-moi à le relever, maintenant. » Brooks hésita une fraction, puis il obéit. Ils hissèrent Hale, l'amiral pesant plus lourd que son âge ne le disait, son bras valide autour de leurs épaules. Il grimaça, mais ne cria pas. Une discipline d'acier. Evie jeta un dernier regard aux étagères. Ils ont fouillé la panic room. Ils vous ont raté. Maintenant, ils ne vous rateront pas. Elle leva son fusil, vérifia son chargeur et prit une inspiration qui goûta le métal et la neige. On remonte. Et on leur fait croire qu'on avance vers la mort, alors qu'on avance vers une chance. Remonter était plus dangereux que descendre. Evie le savait dès le premier pas, dans l'escalier arrière. En bas, l'ennemi cherchait. En haut, il nettoyait. Il se trouvait exactement entre les deux, coincé dans l'espace que personne ne contrôle jamais vraiment. Les transitions.
Hale avançait en silence, mais son poids pesait sur les épaules d'Evie comme une vérité qu'elle ne pouvait plus ignorer. Chaque marche grinçait légèrement sous leurs bottes. Brooks fermait la marche, armes levées, les yeux trop grands, le souffle trop rapide. « Ralentis ta respiration », murmura Evie sans se retourner. « Tu fais du bruit. »« J'essaie. » Elle serra la mâchoire. Essayer ne suffisait pas ici. Au palier du premier étage, Evie leva le poing. Des voix résonnaient dans le couloir principal. 3, peut-être 4 hommes. Ils parlaient bas, efficaces, déjà sûrs de leur victoire. Une phrase en anglais revint, froide et méthodique. « Check office, then North Wing, le bureau nord, la seule fenêtre donnant sur le toit du garage. » Evie sentit le plan se former. Pas un plan propre, un plan de survie. « Brooks, dit-elle à voix basse, quand je bouge, tu prends Hale et tu files au bureau nord. La fenêtre, le toit du garage, 2 mètres de chute. Et toi ?» Elle ne répondit pas tout de suite. Elle observait la lumière filtrant sous les portes, les ombres qui glissèrent sur le sol. « Je fais du bruit, dit-elle enfin. Je les détourne. » Hale secoua faiblement la tête. « Ce n'est pas nécessaire. Ils me veulent, pas vous. » Evie se pencha vers lui, suffisamment près pour que sa voix ne soit qu'un souffle. « Ils veulent un objectif. Ils prennent ce qui se présente. Et ce soir, c'est moi. » Brooks blêmit. « Evie, attends. C'est un mauvais plan ? Oui. Le seul ? Aussi. » Elle jeta un dernier regard à Hale. « Quand vous serez sur le toit, vous ne regardez pas en arrière. » Il la fixa longuement, puis hocha la tête. « Vous êtes plus solide que ce qu'ils disent de vous. » Elle eut un sourire bref, sans humour. « Ils disent beaucoup de choses. » Evie se redressa, ajusta sa prise sur le fusil récupéré. Elle inspira puis déborda l'angle. Les 3 premiers tirs furent presque trop faciles. 2 balles dans la poitrine du premier hostile avant qu'il ne comprenne. Le second tenta de se retourner, bouche ouverte pour crier. Evie tira encore. Il s'effondra contre le mur. Le 3e plongea derrière un chariot de nettoyage, hurla dans sa radio. « Contact ! Contact !» Evie tira une rafale contrôlée, le clouant au sol. Elle ne cherchait pas à gagner, juste à attirer. Derrière elle, elle entendit Brooks tirer Hale vers le bureau nord. Une porte claqua, du verre éclata. Les hostiles affluaient maintenant. Des pas lourds, des ordres brefs. Une grenade roula sur le sol. Evie se projeta dans une pièce latérale juste avant l'explosion. Le souffle la frappa, la projeta contre un mur. Sa vision se brouilla. Elle resta immobile une seconde de trop, puis se força à se relever. Elle sortit de la pièce en tirant, reculant vers le bureau nord. Son chargeur se vidait. Elle en enclencha un autre, main déjà engourdie. Dans le bureau, Brooks était à la fenêtre, aidant Hale à passer. Le toit du garage était recouvert de neige, glissant, dangereux. Hale tomba lourdement, mais resta conscient. « Evie !» cria Brooks. « Dépêche-toi !» Une balle frappa le chambranle à quelques centimètres de sa tête. Evie se retourna et tira. Un homme tomba. Un autre se mit à couvert. « Sautez !» hurla-t-elle. Brooks passa la fenêtre. Evie recula, arma son dernier chargeur, 15 cartouches. La porte du bureau céda sous un coup violent. Des silhouettes apparurent dans la fumée. Evie tira encore. Un corps s'effondra. Puis une douleur fulgurante explosa dans sa cheville lorsqu'elle sauta à son tour. L'impact la fit rouler sur le toit. Elle étouffa un cri. Sa cheville n'était plus qu'un feu blanc. Elle se redressa pourtant, boitant, et rejoignit Brooks et Hale, derrière un véhicule enneigé dans la cour. « Tu es touché ?» dit Brooks paniqué. Evie regarda sa jambe, le sang qui traversait le tissu. « Ça tiendra !» Sur le toit du bâtiment principal, des silhouettes apparurent, armes braquées. Ils étaient pris au piège. Evie leva son pistolet, 6 balles. Brooks avait un chargeur. Hale respirait difficilement. Et au milieu de la cour, sous la neige et le feu croisé, Evie comprit une chose. Ils n'avaient jamais prévu qu'une femme leur tiendrait tête aussi longtemps. Et ça les rendait nerveux. La cour intérieure ressemblait à un piège à ciel ouvert. La neige étouffait les sons, mais elle ne cachait rien. Les balles frappèrent la tôle des véhicules avec un claquement sec, presque métallique, projetant des éclats gelés autour d'eux. Evie s'écrasa derrière un SUV, le souffle court, la cheville hurlante, le pistolet serré trop fort dans sa main engourdie. « Ils ont des tireurs en hauteur !» dit Hale entre 2 respirations. « Au moins 3. » Evie leva les yeux juste assez pour confirmer.
Silhouette sombre sur le toit du bâtiment principal, calme, méthodique. Pas de tir inutile. Ils attendaient à ce que quelqu'un bouge. Brooks jura à voix basse. « On est cloués. Si on court vers le portail, il nous fauche. » Evie ferma les yeux une fraction de seconde. Elle visualisa la cour comme une carte, les angles morts, les couverts improvisés, la distance jusqu'au garage. Elle compta les secondes entre 2 rafales. Elle ignora la douleur. « Il y a une cache dans le garage, » dit Hale soudain. « Une vraie. » Evie tourna la tête. « Quel genre de cache ? Celle qu'on ne met pas dans les inventaires. Fusil, chargeur, grenade, de quoi tenir ou de quoi mourir en combattant. » Brooks le fixa, incrédule. « Et vous gardiez ça pour quand ? » « Pour le jour où quelqu'un viendrait me chercher, » répondit Hale sans détour, « comme ce soir. » Evie regarda la porte du garage, 9 mètres à découvert, trop loin pour une course propre, trop proche pour ignorer l'option. « Il surveilla le garage, » dit Brooks. « Oui, » répondit Evie, « mais il surveille surtout moi. » Elle sentit Brooks se raidir. « Evie, non. » Elle se tourna vers lui, son visage était pâle, couvert de suie et de sang séché. Il avait l'air plus jeune qu'au début de la nuit, plus réel. « Ils s'attendent à ce que je reste à couvert, dit-elle, ou que je tente le portail, pas que je me montre. Tu vas te faire descendre. Peut-être. » Elle inspira lentement. « Mais s'il me tira dessus, il ne tira pas sur vous. » Hale comprit avant Brooks. « C'est une diversion. C'est un choix, » corrigea Evie. Brooks attrapa son bras. « Toute ta carrière, on t'a déjà assez fait payer le fait d'être là. Tu ne leur dois pas. » Elle se dégagea doucement. « Je ne leur dois rien, je choisis. » Elle vérifia son pistolet. 6 balles, pas plus. Elle se leva avant que Brooks puisse protester davantage. Le premier pas fut une décharge de douleur. Le second, une brûlure. Elle se força à courir quand même, boitant, traversant la cour comme une cible vivante. Les tirs partirent presque immédiatement. Trop vite, trop focalisés. La neige éclata autour d'elle. Une balle frappa son gilet, lui coupa le souffle sans percer. Elle continua, glissa derrière un bac en béton, tira à l'aveugle pour maintenir la pression. « Maintenant !» hurla-t-elle. Derrière elle, Brooks et Hale jaillirent de leur couverture et sprintèrent vers le garage. Les tireurs hésitèrent une fraction de seconde, partagés entre les cibles. Une fraction suffisante. Evie vida son pistolet sans viser, juste pour faire du bruit, pour exister dans leur champ de vision. Puis l'arme cliqueta à vide. Un hostile apparut sur l'échelle d'accès au toit, silhouette nette malgré la neige. Il leva son fusil vers elle. Un tir claqua. La tête de l'homme bascula violemment en arrière. Evie tourna la tête. Brooks se tenait dans l'embrasure du garage, un M4 à la main, les yeux écarquillés par ce qu'il venait de faire. Hale était derrière lui, soutenu par une étagère métallique, une arme déjà entre les mains. « Bouge !» cria Brooks. Evie se releva, boita, courut, glissa presque, puis se laissa tomber à l'intérieur du garage. Brooks referma la porte juste à temps. Les balles frappèrent le métal dans un vacarme assourdissant. À l'intérieur, l'air sentait à l'huile et la poussière froide. Hale indiqua le fond du garage. « Là !» Evie trouva le casier renforcé. Elle tira. Il s'ouvrit, des fusils, des chargeurs, des grenades, un poids familier, rassurant. Elle attrapa un M4, l'arma d'un geste fluide, glissa des chargeurs dans son gilet. La douleur dans sa cheville devint secondaire. Le monde se rétrécit à nouveau. « Combien ?» demanda-t-elle. Hale vérifia son arme. 8 encore actifs. Peut-être 9. Brooks avala sa salive. « On est 3. » Evie hocha la tête. « Alors, on ne gaspille rien. » Elle ouvrit la porte du garage. Cette fois, ce ne fut plus une fuite, ce fut une contre-attaque. Elle prit de la hauteur sur la mezzanine, dominant la cour. Chaque tir était contrôlé, précis. Corps, tête. Les hostiles reculèrent, surpris par la résistance. Brooks avançait de couvert en couvert. Hale, malgré sa blessure, tenait le centre avec une efficacité glaciale. Les communications adverses changèrent de ton. Les ordres se firent plus courts, plus nerveux. Il n'avait pas prévu ça, pas prévu qu'une femme qu'il pensait déjà morte mènerait la riposte. Et quelque part, dans le chaos, Evie sourit. La cour se transforma en champ de tir en moins de 10 secondes. La neige, déjà souillée, vola en éclats sous les impacts. Evie contrôlait sa respiration, chaque rafale courte, chaque pression sur la détente calculée pour économiser les munitions.
Elle ne tirait pas pour impressionner, elle tirait pour faire reculer. Un hostile tenta de longer la clôture, pensant échapper à son angle. Evie corrigea de 2 degrés et tira. L'homme s'effondra dans la neige, son arme glissant hors de portée. « Gauche !» cria Brooks. Evie pivota juste à temps. Un tireur surgissait derrière un véhicule renversé. Elle tira 2 fois. Il tomba. Hale avançait lentement, mais sûrement, couvrant Brooks pendant qu'il changeait de position. Le sang continuait de traverser son bandage, mais il ne montrait rien. Ses gestes étaient économes, presque anciens, comme ceux d'un homme qui avait déjà survécu à pire. Les hostiles reculèrent encore. Une grenade explosa près de la clôture, soulevant un nuage de neige et de débris. Evie se plaqua contre la rambarde de la mezzanine, sentit un éclat frôler sa cuisse. « Ils se regroupent !» dit Hale. « Ils vont tenter une percée !» Evie observa. 3 silhouettes se rassemblaient près du portail, échangeant des signes rapides. Un autre se positionnait sur le toit, prêt à couvrir. Brooks prend la droite. Hale reste en appui, à mon signal. Elle tira la goupille d'une grenade et la lança en cloche. L'explosion dispersa le groupe. Brooks en profita pour avancer, abattant un homme à bout portant. Les communications adverses éclatèrent en voix confuses. L'un d'eux cria quelque chose en russe, un autre répondit en arabe. Une équipe disparate, mais entraînée. Evie sentit la fatigue s'insinuer. Sa cheville la brûlait, sa vision se troublait par moments. Elle serra les dents. Un tir claqua, plus proche. Un impact violent la frappa à la poitrine. Le souffle quitta ses poumons. Elle s'effondra à genoux, le monde rétréci à un sifflement aigu. « Evie !» hurla Brooks. Elle resta immobile une seconde, puis inspira. Le gilet avait tenu. Elle se releva lentement, rage froide dans le regard. « Je suis là, dit-elle, continuez. » Les hostiles hésitèrent en la voyant debout. Cette hésitation fut fatale à l'un d'eux. Puis, soudain, le ton changea. « Repli !» cria une voix étrangère. « Repli immédiat !» Evie comprit avant même de les voir reculer. Ils abandonnaient, pas par manque d'hommes, par manque de temps. Quelque chose n'avait pas fonctionné. Les survivants se retirèrent vers la forêt, couvrant leur fuite par des tirs sporadiques. Evie leva son arme, hésita, puis abaissa le canon. « Laissez-les partir !» ordonna-t-elle. Brooks la fixa. « On peut les finir. Non, ils ont déjà perdu. » La cour retomba dans un silence irréel, seulement troublé par le vent et la neige. Evie sentit ses jambes trembler maintenant que l'adrénaline s'effaçait. Au loin, un grondement monta, d'abord sourd, puis distinct. Des rotors, des Black Hawk apparurent dans la nuit, feu éteint, surgissant comme des ombres mécaniques. La neige fut balayée en vagues horizontales. Brooks s'adossa à un mur, riant nerveusement. « Putain, ils arrivent enfin !» Evie resta droite malgré la douleur, le fusil toujours en main. Le premier hélicoptère se posa dans la cour. Une équipe d'intervention jaillit avant même l'arrêt complet des pales. Le chef d'équipe s'approcha en courant. « Lieutenant Cross ?»« Présente. » Il regarda autour de lui, les corps, les douilles, le garage criblé. Bon sang, combien d'hostiles ? 14 au départ, 3 en fuite. Et les vôtres ? Evie inspira. 11 morts, 3 survivants. Le silence pesa une seconde. « Vous avez tenu ?» dit l'officier, presque incrédule. Evie ne répondit pas. Elle regardait la neige recouvrir lentement le sang. Les hélicoptères n'effacèrent rien. Ni les corps, ni le froid, ni le goût métallique dans la bouche d'Evie. Quand les équipes de la QRF prirent le contrôle du périmètre, elle resta à l'écart, adossée à la porte du garage, le poids du fusil enfin trop lourd pour ses mains engourdies. Un médecin s'approcha en courant. « Vous êtes blessé. »« Plus tard, » répondit-elle. Il hésita, surpris par le ton, puis se tourna vers Hale, déjà installé sur une civière. L'amiral était conscient, pâle, mais lucide. Quand leurs regards se croisèrent, il inclina légèrement la tête, pas un remerciement, un constat. Brooks, lui, s'était assis sur une caisse, les mains tremblantes. L'adrénaline l'abandonnait d'un coup, laissant derrière elle un vide brutal. « On a survécu », murmura-t-il, comme s'il n'y croyait pas. Evie regarda la cour. Les opérateurs identifièrent les corps, balisèrent les zones, photographiaient chaque trace. Elle vit les housses noires se déployer, 11 fois. Elle détourna le regard. Le capitaine Collins, chef de la QRF, s'approcha d'elle. « Lieutenant Cross, dit-il avec une retenue nouvelle, on va vous évacuer. Débriefing immédiat. »
Laissez-moi 2 minutes. Il hésita, puis hocha la tête. Evie s'éloigna de quelques pas, jusqu'au bord de la cour. La neige continuait de tomber, déjà en train d'effacer les empreintes, comme si la nuit voulait effacer ce qui venait de se passer. Elle pensa aux visages croisés quelques heures plus tôt, aux blagues, aux soupirs, aux regards qui disaient « elle n'est pas à sa place ». Ils étaient morts maintenant, et elle était encore là. Dans l'hélicoptère, la chaleur artificielle lui donna la nausée. Un médecin immobilisa sa cheville, nettoya l'éclat dans sa cuisse, nota ses constantes sans poser de questions inutiles. Hale fut installé en face d'elle. Il la regardait, silencieux. « Ils diront quoi ?» demanda Evie sans le regarder. « La version utile », répondit Hale, « pas la vraie. » Elle serra les dents. « Et les morts ?»« Honorés. » Mais simplifiés. L'hélicoptère décolla. À travers le hublot, Evie vit l'ambassade disparaître sous la tempête, redevenir un point perdu dans le blanc. Le débriefing dura 3 jours. 3 jours de salles sans fenêtres, de voix neutres, de questions répétées, jusqu'à perdre leur sens. On lui demanda des horaires, des trajectoires, des nombres. On lui demanda pourquoi elle avait quitté son poste, pourquoi elle avait engagé sans ordre direct, pourquoi elle avait pris l'initiative. Chaque « pourquoi » portait la même accusation muette. Elle répondit sans émotion, avec la précision qu'on attendait d'elle. Pas une fois elle ne parla de ce qu'elle avait ressenti. Ce n'était pas ce qu'il voulait. Le 4e jour, on la convoqua ailleurs. Une salle plus petite, 3 officiers du renseignement. Et Hale, le bras en écharpe. « Lieutenant Cross, » commença l'un d'eux, « votre rapport est cohérent. Vos actions ont permis de sauver un actif stratégique. Actif, pas homme. Cependant, poursuivit-il, certaines informations doivent rester classifiées. L'opération sera officiellement attribuée à un groupe militant non identifié. Aucun lien avec d'autres programmes. Evie comprit immédiatement. Black Veil. Un silence bref. Ce nom ne figurera nulle part. Elle inspira. Et mon rôle ? Vous avez fait preuve de courage sous le feu, cela sera noté, mais les décisions, disons, non conventionnelles, ne seront pas mises en avant. Hale la regarda enfin. Ils enterrent la vraie histoire, dit-il calmement, pour éviter pire. Evie serra les poings. 11 personnes sont mortes. Oui, répondit Hale, et si Black Veil avait été compromis, des milliers auraient suivi. Ça n'efface rien. Non, admit-il, mais ça explique. Le plus jeune officier se pencha légèrement en avant. Entre nous, lieutenant, tout le monde n'aurait pas tenu comme vous, mais il faut comprendre que votre profil attire l'attention. Profil, encore. Parce que je suis une femme, dit-elle. Un flottement. Personne ne nia. Vous êtes visible, dit l'officier. Chaque erreur devient un symbole. Evie eut un rire bref. Et chaque succès aussi, non ? Personne ne répondit. La réunion prit fin sans poignée de main. Dehors, Brooks l'attendait, appuyé contre un véhicule. Ils ont classifié ? Enterré. Il hocha la tête. Je m'en doutais. Tu vas bien ? Elle hésita. Je ne sais pas encore. Il lui offrit un sourire fatigué. Pour ce que ça vaut, sans toi, on serait tous morts. Elle le regarda. Tu l'as toujours su ? Il baissa les yeux. Pas assez tôt. La cérémonie eut lieu à Dover, sous une autre neige. 11 cercueils, 11 drapeaux. Des familles qui ne sauraient jamais pourquoi leurs proches étaient vraiment morts. Evie se tenait droite, en uniforme, la cheville encore douloureuse. Chaque nom résonnait comme un coup. Après, Hale la rejoignit près du mémorial. « Vous êtes en colère, dit-il. « Oui. »« Tant mieux. Ne perdez pas ça. » Il marqua une pause. « Je vous ai recommandé pour une distinction, discrète, sans presse. Je n'ai pas besoin de médaille. Peut-être pas, mais vous aurez besoin de protection. Des gens sauront ce que vous avez fait. » Elle le fixa. « Et les autres ? Ils sauront que quelqu'un a tenu la ligne. » La neige tombait encore. Evie regarda les noms gravés. Elle avait survécu. Elle avait gagné. Et pourtant, quelque chose restait inachevé. Parce que ce n'était jamais vraiment fini pour quelqu'un comme elle. Le retour à la base ne fut pas un soulagement. C'était un silence différent, plus lourd, sans tir ni explosion pour le justifier. Evie passa les premiers jours dans une chambre médicale aux murs blancs, la cheville immobilisée,
Des infirmiers qui entraient et sortaient sans jamais poser les questions qu'il brûlait d'envie de poser. Elle dormait mal. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, elle revoyait la cour, les corps, la neige souillée, et toujours cette pensée qui revenait, acide. Si j'avais été écouté plus tôt. Au 4e jour, son supérieur direct entra sans frapper, le commandant Harris, 50 ans, carrière sans éclat, regard prudent. Content de voir que vous tenez debout, Cadix Cross. Debout est un grand mot, répondit-elle. Il sourit poliment, puis consulta son dossier. Officiellement, votre mission est terminée. Officieusement, il y a des discussions. Evie se redressa légèrement. Quel genre de discussion ? Sur votre comportement sur zone, vos décisions, votre indépendance. Elle sentit la colère monter, maîtriser. Sans cette indépendance, l'amiral Hale serait mort. Harris leva la main. Personne ne le nie, mais ce n'est pas le sujet. Bien sûr que si. Il soupira. Certains estiment que vous avez pris des risques inutiles, que vous avez outrepassé la chaîne de commandement. Parce que la chaîne était lente, répondit-elle, et sourde. Un silence tendu. Evie, dit-il enfin, laissant tomber le ton administratif, vous êtes brillante, mais vous êtes aussi... observée. Vous savez comment ça marche. Elle hocha la tête. Elle savait trop bien. On ne me reproche pas d'avoir échoué, dit-elle, on me reproche d'avoir survécu. Harris ne répondit pas. Ce silence-là était une confirmation. Quelques semaines plus tard, elle reçut sa nouvelle affectation, un poste d'instruction. Théorique, temporaire, disait-on, loin du terrain. Evie lut l'ordre 2 fois. Puis une 3e, elle referma le dossier sans expression. « Il t'écarte », dit Brooks plus tard, assis en face d'elle dans la cantine presque vide. « Ils me mettent au placard », corrigea-t-elle. « C'est injuste ?» Elle haussa les épaules. Ce n'est pas nouveau. Elle passa ses journées à former des recrues qui la regardaient avec un mélange d'admiration et de scepticisme. Certains l'écoutaient vraiment. D'autres testaient ses limites, posant des questions déguisées en défis. « Et vous, madame, vous avez vraiment tiré sous pression ?» Elle répondait par des faits, des chiffres, pas par des récits. Un soir, alors qu'elle quittait le stand de tir, elle trouva un message sur son téléphone sécurisé. Numéro inconnu. Besoin de vous. Pas officiel. Discrétion absolue. Elle fixa l'écran longtemps, puis répondit par un seul mot. Où ? La rencontre eut lieu dans un hangar discret, loin des bases officielles. Hale l'attendait. Plus amaigri, les cheveux plus gris encore. « Je pensais qu'on vous laisserait tranquille, dit-il. « Vous savez mieux que ça, répondit-elle. Il sourit faiblement. Black Veil n'est pas mort. Ils ont échoué. Mais ils n'ont pas abandonné. Et vous voulez quoi de moi ? Quelqu'un qui voit les choses avant qu'elles explosent. Quelqu'un qu'on sous-estime. » Evie croisa les bras. Et le commandement ne doit pas savoir. Elle le fixa longtemps. Puis, vous me demandez de travailler dans l'ombre. Je vous demande de choisir. Elle pensa à l'ambassade, à la neige, au cercueil. D'accord, dit-elle enfin, mais à mes conditions. Hale hocha la tête. Lesquelles ? Cette fois, quand je dis que quelque chose cloche, vous écoutez. Il sourit. Marché conclu. Et pour la première fois depuis longtemps, Evie sentit quelque chose se desserrer en elle. Pas de reconnaissance, pas de justice, mais une nouvelle ligne à tenir. Ils appelèrent Kangsa une cellule d'analyse indépendante. En réalité, c'était une pièce sans plaque, sans budget officiel, sans existence administrative. Un bureau prêté, 2 ordinateurs isolés du réseau principal et un accès limité à des flux que personne n'était censé consulter sans autorisation écrite. Evie y entra pour la première fois en boitant encore légèrement. Pas d'accueil, pas de briefing cérémonial, juste Hale, debout près d'une table métallique, et un écran déjà allumé. « Bienvenue dans l'angle mort », dit-il. Sur l'écran défilaient des images satellites, des logs de communication, des extraits de rapports classifiés, des choses qui, prises séparément, ne voulaient rien dire. Ensemble, elles formaient un motif. « Ils testent nos réactions », expliqua Hale. « Des frappes mineures, des intrusions ratées. Ils cherchent les limites. » Evie s'approcha, oublia presque la douleur dans sa cheville. Il répète, oui, et il corrige. Elle reconnut certains marqueurs, même fenêtre météo, même zone négligée, même type de cible peu prioritaire.
Exactement comme l'ambassade. Ils comptent sur notre arrogance, dit-elle, sur le fait qu'on pense qu'ils ont échoué. Hale la regarda. Vous voyez vite. Parce que je sais ce que c'est que d'être ignoré. Les jours suivants s'enchaînèrent sans rythme clair. Pas d'uniforme, pas de salut, juste le travail. Evie passait des heures à comparer des données, à isoler des anomalies, à pointer du doigt des corrélations que d'autres qualifiaient de coïncidences. Plus d'une fois, un analyste senior entra, regarda par-dessus son épaule, puis repartit sans un mot. Elle sentait leur scepticisme. Elle y était habituée. Un soir, Hale posa un dossier devant elle. Ils ont identifié un nouvel objectif potentiel. Evie ouvrit le dossier. Un centre logistique militaire, officiellement désaffecté. Zone montagneuse, conditions climatiques difficiles. Trop évident, dit-elle. C'est ce que tout le monde pense. Elle secoua la tête. Justement, ils vont frapper ailleurs, là où on ne regarde pas. Elle fit défiler les données, s'arrêta sur un point. Ici. Station de communication civile, pas stratégique sur le papier. Mais si vous coupez ça pendant une tempête, Hale inspira lentement. Vous êtes sûr ? Non. Mais je le sentirais mal si on ignorait ça. Un silence. Puis Hale hocha la tête. Je vous fais confiance. C'était nouveau, presque déstabilisant. Ils envoyèrent une équipe, discrètement, sans alerte publique. 3 heures plus tard, un message tomba. Tentative d'intrusion repoussée. 2 assaillants capturés. Evie resta immobile devant l'écran. Il serait passé, dit Hale, si on n'avait pas été là. Elle ferma les yeux un instant. Une respiration, puis une autre. Combien de temps avant qu'ils comprennent qu'on a changé les règles ? Peu, répondit Hale. Très peu. La pression monta. Des réunions sans Evie, des décisions prises sans elle, puis corrigées après coup quand ses analyses se révélaient injustes. On commença à murmurer son nom. Pas à haute voix, jamais devant elle. Un matin, Harris entra dans la cellule sans prévenir. « Vous travaillez hors cadre, Cross. »« Je travaille pour éviter des morts, » répondit-elle sans lever les yeux. « Vous n'avez pas l'autorité. » « Et pourtant, dit Hale calmement derrière lui, elle a raison depuis 6 semaines. Harris se figea, puis serra les lèvres. « Vous jouez un jeu dangereux. »« Non, » corrigea Evie, « je refuse juste de jouer au vôtre. » Le soir même, elle trouva un message anonyme sur son téléphone personnel. Pas sécurisé, juste une phrase. « On sait que c'est vous. » Elle montra le message à Hale. « Ils s'approchent. Ou ils essaient de vous faire douter. » Elle rangea le téléphone. Ça ne changera rien. Pour la première fois depuis longtemps, elle ne se sentait pas seule. Pas parce qu'on la protégeait, mais parce qu'on l'écoutait. Et ça, pour certains, était plus dangereux qu'une arme. Le message ne disparut pas. Evie le relut plusieurs fois, non pas pour y chercher une menace, mais une erreur. Une signature. Un style. Il n'y avait rien. Juste cette certitude froide. Quelqu'un, quelque part, avait cessé de la considérer comme invisible. « Ils vont tenter quelque chose de plus direct, » dit-elle à Hale le lendemain. Zoculentis, vous pensez à une attaque ? Non, à une mise à l'écart. Ou à un exemple. Il ne répondit pas tout de suite. Il avait appris, lui aussi, à reconnaître ce ton, celui qui précède les décisions irréversibles. La confirmation arriva 48 heures plus tard. Une réunion de commandement exceptionnelle, salle pleine. Regard qui glissait sur Evie sans s'arrêter. Harris était là. D'autres qu'eux aussi, des grades plus hauts. « Nous avons décidé de dissoudre la cellule indépendante, » annonça l'un d'eux. « Trop de redondance, trop de risques juridiques. » Evie ne réagit pas. Hale, lui, se redressa. « Vous faites une erreur. »« Avec tout le respect, amiral, » répondit l'officier, « cette structure n'a jamais été validée officiellement. »« Parce qu'elle dérange, » dit Evie calmement. Quelques têtes cibles se tournèrent vers elle. Un malaise traversa la salle. « Lieutenant Cross, dit Harris, votre contribution est reconnue, mais votre présence ici polarise. »« Traduction ?» demanda-t-elle. Il hésita. « Vous créez des tensions inutiles. » Evie hocha lentement la tête. « Parce que je dis quand quelque chose ne va pas. »« Parce que vous insistez, » corrigea-t-il. Hale posa les 2 mains à plat sur la table. « Si vous la sortez, vous perdez votre meilleur capteur. » Un silence, puis décision maintenue. La réunion se termina ainsi, sans éclat, sans colère, juste une porte qui se refermait. Dans le couloir, Hale la rattrapa.
Je suis désolé. Non, répondit-elle. Vous aviez raison. Il n'abandonne jamais complètement. Il déplace juste le problème. Je peux encore. Non. Si vous forcez, ils vous tomberont dessus. Et ils m'utiliseront contre vous. Elle inspira profondément. Laissez-moi partir. Il la regarda longuement. Vous savez qu'ils continueront sans vous écouter. Oui. Et c'est exactement pour ça que je ne disparaîtrai pas. Sa sortie fut propre. Administrative, un transfert temporaire vers une unité d'analyse externe. Pas de cérémonie, pas d'adieu officiel. Brooks lui serra la main, en silence. « Tu vas leur manquer, dit-il. Ils ne le sauront pas tout de suite, répondit-elle. C'est toujours comme ça. La nouvelle mission était floue. Conseil, lecture de rapports, intervention ponctuelle. Mais Evie y vit autre chose. De l'espace, du recul, une liberté relative. 3 semaines plus tard, une alerte éclata dans une zone qu'elle avait signalée et qu'on avait ignorée. Une attaque limitée, pas catastrophique, mais suffisante pour déclencher une enquête interne. Son téléphone vibra cette nuit-là. Numéro inconnu. Sécurisé. « On aurait dû vous écouter, dit une voix qu'elle reconnut. « Hale, vous le faites maintenant ?» demanda-t-elle. « Oui, officieusement. » Evie ferma les yeux, la neige de l'ambassade lui revint en mémoire. Les corps, le silence après les tirs. « Alors on recommence, dit-elle, mais cette fois, vous me laissez parler avant que ça brûle. » Un souffle à l'autre bout de la ligne. « D'accord. » Elle raccrocha, regarda par la fenêtre. Il n'y avait pas de neige cette fois, juste une ville endormie, inconsciente des lignes invisibles qui la protégeaient. Ils avaient essayé de la briser, de la déplacer, de la faire taire. Ils n'avaient réussi qu'une chose, lui apprendre où elle était la plus dangereuse, dans l'angle mort. Là où personne ne regarde, là où une femme qu'on a laissée pour morte peut revenir, et changer l'issue avant même que la guerre commence.